Retour sur le plateau de Direct Gestion, le débat. Deuxième partie, mes invités ce matin, Pierre Bismuth, le directeur général responsable des gestions de Myriam, et Mabrouk Chetouane, le responsable de la recherche de la stratégie de BFT Investment Manager. Messieurs, on a fait le tour du monde au niveau macroéconomique. Alors une question se pose, les gérants succèdent et on a invariablement la même réponse quand je pose cette question. Sur quelle zone investir et en quoi? Action Europe. Est-ce que c'est aussi le cas chez Myriam, Pierre Bismuth? Eh bien malheureusement oui. En fait on a plus de problèmes nous en tant qu'allocataires d'actifs à trouver des actifs de décorrélation, c'est-à-dire pour construire des portefeuilles qui finalement sont robustes en fonction du climat sur les marchés. Mais il est clair que les actions européennes bénéficient d'un soutien incommensurable de la part de la Banque Centrale Européenne. C'est là où on a le plus de visibilité, donc c'est vrai que c'est difficile de dire autre chose. Après, on a beaucoup parlé du change, et c'est vrai qu'en tant qu'investisseur euro, nous on essaye de faire bénéficier nos clients finalement de l'appréciation des devises autres que l'euro par rapport à l'euro. Donc, dollar? Donc dollar, alors on Est-ce que ça veut dire qu'on va sur les États-Unis du coup? Nous on aime bien structurellement les États-Unis parce que c'est vrai que c'est le premier marché, c'est un marché qui est extrêmement peu volatile et encore moins volatile quand on intègre le change dessus, donc, et c'est un marché leader, donc si les États-Unis... Peu volatile, on a eu une sacrée claque quand même en août, non? Largement moins qu'en Europe, et alors encore moins si vous retravaillez en fait les cours en euros, c'est beaucoup moins volatile et donc ça crée de la robustesse dans un portefeuille diversifié. C'est le premier marché du monde et il est clair que si le marché américain, on le voit cette année, en dollars fait pas grand chose, finalement tous les autres marchés en profitent. Par contre, si le marché américain tousse, là on risque de véritablement s'enrhumer. Donc c'est vrai que structurellement on aime vraiment bien avoir des actions américaines en portefeuille. Bien évidemment on ne le couvre pas du change. Bon, même question pour BFT, chez BFT Investment, qu'est-ce qu'on fait? Europe, action ou d'autres idées? Sans véritablement trop de surprise, oui, Europe, action. Et pour compléter le point de Pierre, les perspectives pour 2016 sont plutôt bien orientées. On a encore une conjonction de facteurs très favorables qui vont venir soutenir un peu les actions européennes. La Banque centrale, bien sûr, en tête de liste, mais également donc, des cours de matières premières qui vont rester faibles, des taux d'intérêt qui restent faibles et un taux de change qui va être plutôt bénéfique pour la zone euro. Donc on a une conjonction de facteurs qui devrait effectivement soutenir le marché d'actions européen. L'autre pari qu'on fait côté États-Unis justement, c'est l'inflation. Donc on joue l'inflation en quelque sorte, puisqu'on a de bonnes raisons de penser que l'inflation va remonter de manière assez substantielle et assez dynamique à partir de janvier 2016, devrait afficher un niveau à deux chiffres, un niveau à un chiffre avec une virgule, pardon. Et donc c'est un pari que l'on prend sur les marchés effectivement américains. Donc, on est exposé sur les obligations d'exportation. Oui, sur les États-Unis, on voit en macro que c'est vrai que les indicateurs repassent au vert, l'immobilier qui renoue avec des niveaux importants, le chômage qui est atteint progressivement, un chômage frictionnel. C'est vrai un niveau d'équilibre, effectivement. Un niveau d'équilibre. Donc tout ça va bien et pourtant on a quand même des cassantes qui disent oui, mais ça ne peut pas durer. Quand on regarde dans le détail, effectivement, beaucoup de gens ne pointent plus. Voilà, il y a quand même, on a détruit de l'emploi, la croissance n'est pas aussi bonne ou aussi robuste qu'auparavant. Alors on a aux États-Unis, c'est vrai que la crise a détruit un certain nombre de richesses et le régime de croissance dans lequel se situent les États-Unis aujourd'hui est plus faible que celui qu'on a observé historiquement. Donc on a une croissance potentielle, c'est-à-dire qu'en gros la quantité de richesse que l'on peut créer avec les facteurs de production dont on dispose, le travail et le capital, qui est un peu moins forte que celle observée par le passé. Néanmoins, la croissance reste solide, elle est au-dessus de son rythme potentiel aujourd'hui, ce qui veut dire qu'elle est susceptible de générer des tensions inflationnistes par ailleurs et in fine des augmentations de salaire. Donc avec cette conjonction de facteurs, donc un marché du travail bien orienté, et des tensions inflationnistes dans le tuyau, en quelque sorte, on va avoir des augmentations de salaire qui vont venir alimenter et soutenir la croissance américaine pour 2016. Et ça commence effectivement. Je me tourne vers vous, Pierre, pour parler de quelque chose. En tant que gérant, j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que l'année boursière est terminée? Je précise, on est à un peu plus de 15% sur le CAC 40, niveau qu'on avait atteint dès le premier trimestre. Mais est-ce qu'on est tenté, en tant que gérant, de commencer à sécuriser, fin novembre, les portefeuilles, ou on continue à investir aujourd'hui? Quelle est votre stratégie?
Alors nous, tout au long de l'année, en fait, on s'est posé la question de savoir quand finalement prendre ses gains et quand les couvrir. C'est vrai qu'on a vu que l'année avait été extrêmement compliquée, mais de notre point de vue, ce n'est pas encore fini. C'est-à-dire que vous avez finalement un environnement sur les marchés qui est assez serein pour le moment, ce qui n'était pas le cas effectivement en septembre ou en octobre, en tout cas tout début octobre. On voit que si on regarde l'Eurostoxx, on est quand même à 10% du plus haut. Donc est-ce que l'action de la BCE va permettre aux marchés, notamment européens, de finir à leur plus haut niveau de l'année? On le saura en décembre, mais ça me semble un peu tôt pour couper. Vous pensez qu'il y aura un mini rallye fin d'année suite à l'annonce de Draghi? Disons que les fins d'année sont toujours bénéfiques, donc c'est difficile de ne pas rester exposé, on va dire. Je reviens effectivement quand on regarde le cours de cette année, c'est vrai que les clients se sont peut-être émus, surtout en septembre, on était revenu finalement au niveau zéro avec cette chute des marchés durant le mois d'août. Vous avez changé votre stratégie chez Miriam parce que vous vous êtes rendu compte que ça va tellement vite des fois qu'on n'a pas le temps de réagir ou on réagit dans l'émotion. Exactement, donc en fait on a beaucoup travaillé pour essayer de supprimer l'émotionnel ou en tout cas les biais humains. Et donc on travaille sur des indicateurs de marché pour savoir s'il faut s'exposer ou se couvrir, mais pas du tout pour piloter l'allocation, c'est uniquement pour piloter l'exposition aux actifs risqués, et notamment aux actions, savoir à quel niveau est la vol, si la volatilité progresse très rapidement ou au contraire si elle se dégonfle très rapidement, et est-ce qu'on est sur une tendance haussière ou baissière sur les marchés financiers. Et c'est vrai que le facteur humain pour une allocation flexible, il faut réellement réussir à le mettre de côté. Ouais, je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que c'est vrai quand on regarde le pic de volatilité, évidemment, ça se déclenche le 24 août, mais le 24 août, on perd 8%. Et donc quand on est dans l'émotion, on a tendance à se dire, oula, on est reparti dans un scénario à la 2007, à la 2011, il vaut mieux perdre 8% que 20 ou 30 ou plus, je vends tout. C'est un peu ça, en tout cas j'en suis assez persuadé que ceux qui nous regardent, investisseurs particuliers, ont pu faire certaines erreurs, alors que peut-être c'est aussi des occasions d'investissement. En fait, ce qu'on voit, c'est que la volatilité remonte avant le 24 août et que, à la rigueur, couper quand on perd 8%, c'est important, mais pourquoi pas. Mais il faut savoir aussi quand se réexposer. Et en fait, il ne suffit pas de tout vendre, mais il faut aussi savoir acheter. Et c'est pour ça qu'on a pas mal travaillé sur un modèle qui nous permet justement de supprimer finalement les biais comportementaux. Ça c'est important, effectivement, cette volatilité, c'est vrai qu'elle a explosé. Comment vous y êtes exposé, comment vous la gérez cette volatilité? Alors nous, on a un peu la même approche, effectivement, sauf qu'on raisonne davantage en termes de régime de marché, c'est-à-dire qu'en gros, on ne se laisse pas, entre guillemets, avoir, si je puis dire, par une volatilité qui explose de manière temporaire. On voit des pics de volatilité se manifester régulièrement, mais est-ce que ça veut dire que le marché est rentré dans une zone de stress, de très grand stress financier ou pas? Donc c'est vraiment la question qui pilote davantage nos stratégies et notre manière de gérer le risque. Donc on est en train de travailler sur des indicateurs de régime de marché financier, donc est-ce qu'on est dans un régime plutôt euphorique ou plutôt stressé, pour pouvoir justement s'affranchir seulement des indicateurs de vol qui par construction sont assez erratiques. Qu'est-ce qu'ils disent les modèles en ce moment? On est stressé, on est tranquille, on est comment? On n'est pas trop stressé, c'est plutôt une période relativement calme en tout cas. Le problème c'est que la vol elle expose souvent à la baisse quand il y a ces chutes de marché, très violentes, puisqu'on a tendance à dire, le marché on connaît, on baisse 3 fois plus vite qu'on ne monte, donc on a une volatilité qui s'écrase dans ces mouvements de phase haussière, et puis ça peut être très très violent. Quand on perd comme ça 5, 6, 8%, on n'a absolument pas le temps de réagir. On n'a pas le temps de réagir, sauf à bien détecter l'accélération du stress sur les marchés. Et si tout d'un coup on a une... Alors c'est vrai qu'en août c'est un... Alors sur quoi? Sur quels sont les éléments? Quels sont les signaux qu'on peut avoir? En fait, août c'est un cas très particulier cette année parce qu'on était dans une période de vacances, c'était un mouvement qui n'était pas du tout anticipé et c'était finalement un mouvement triple. On a eu une dévaluation, une dépréciation du yuan 3 fois de suite, et c'est vrai que là c'était compliqué. Mais si on regarde finalement en octobre, le 2 octobre, on a des chiffres américains qui sont très mauvais sur le front de l'emploi, en tout cas bien plus mauvais qu'anticipé par le marché.
vous avez une ouverture en forte baisse et une clôture en forte hausse. Et en fait, on voit que la volatilité, finalement, dans la séance, commence par monter et puis finalement se normalise. Et ça, c'était parce qu'on était rentré en mode bad news are good news. Donc, désolé pour l'anglicisme, mais en gros, c'est que la Fed fera tout pour soutenir les marchés. Et si on arrive à bien lire ces mouvements de marché, donc notamment aussi bien dans la volatilité que bien évidemment dans les réactions des marchés au jour le jour, on peut se dire finalement non, il ne faut pas être couvert, on est plutôt en appétit pour le risque. Et ce sont ces indicateurs, certes qui sont difficiles à lire, mais qu'il faut réussir à identifier pour finalement mieux piloter l'allocation d'actifs. En tout cas, mieux piloter l'exposition aux actifs risqués. On a l'impression qu'en tout cas, 2016 qui s'annonce, c'est bientôt, va être du même cru que 2015, c'est-à-dire essentiellement piloté par les banques centrales. On va avoir de nouveau de la volatilité, le même type de volatilité selon vous? Il est certain que les banques centrales vont encore jouer un rôle déterminant dans l'année 2016. La question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce qu'on va avoir un peu comme 2015 une année en cloche en quelque sorte, donc avec un premier semestre qui va être plutôt bénéfique, plutôt favorable, et ensuite avoir un ralentissement économique qui va se traduire par un peu une décrue côté actifs risqués. Ça, c'est le premier point. Maintenant, ce qu'on peut regarder également pour 2016, la question qu'on peut se poser également, c'est quid des émergents? Est-ce qu'effectivement c'est le moment d'y retourner ou pas? C'est une question qu'on se pose. En tout cas, on garde ça en revue en quelque sorte. On a régulièrement, on observe une espèce de régularité empirique dans la durée du cycle émergent. Et 2016, correspond à l'année à laquelle où on devrait assister à un début de normalisation côté des émergents. Est-ce que c'est le moment d'y rentrer ou pas? On se pose encore la question. On reste prudent là-dessus, mais c'est quelque chose qu'on garde sous surveillance. Ah, voilà, donc on a enfin une petite idée, pas contrariante, mais une ouverture entre l'Europe et les actions. On peut aussi commencer à regarder donc, les émergents, d'autant qu'on aura effectivement des banquiers centraux qui vont s'exprimer dès le mois prochain avec des politiques peut-être diamétralement opposées. On aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, merci messieurs de nous avoir éclairés pendant ce débat. Pierre Bismuth, le directeur général responsable des gestions de Myria AM, et Mabrouk Chetouane, le responsable de la recherche de la stratégie chez BFT Investment Manager. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, on se reconnecte au marché avec Direct Investisseur. Le débat, ça continue dès lundi à partir de 9h30. Bonne journée à tous.